Nous sommes donc réunis pour parler cours de récréation aujourd'hui. Je m'appelle Bertrand Chavanel, je suis chef de marché pour la société Manutan Collectivité et je suis ravi de vous accueillir toutes et tous pour cette présentation. Un point rapide sur qui est Manutan Collectivité. Simplement pour vous préciser que nous travaillons sur 3 domaines d'activité qui sont le domaine de l'éducation au sens large, où on s'efforce de travailler autour de la réussite pédagogique des enseignants et des élèves. On travaille également autour des collectivités pour leurs besoins propres, notamment sur tout ce qui concerne la qualité de vie des citoyens, et puis également sur le secteur médico-social, dans l'objectif de la sécurité et du bien-être des résidents et aussi des équipes des établissements qui les accueillent. On va dire que globalement, notre idée, c'est de faciliter les nouvelles formes d'apprentissage, d'encourager le bien vivre ensemble et de favoriser l'autonomie et la protection de toutes et tous. Voilà, donc ce qui nous amène en fait à intervenir sous le format webinaire de façon à échanger sur non pas les propositions d'équipement en tant que telles, en tout cas au premier regard, mais plutôt sur la façon et le pourquoi un certain nombre de projets se développent. Et pour partager ces éléments-là, si vous en avez besoin, sachez que on fait, nous, appel à beaucoup de fournisseurs sur l'ensemble du territoire français, très majoritairement, mais que le groupe lui-même est implanté sur 17 pays en Europe et représente aujourd'hui pratiquement 700 000 produits. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Stéphanie Cagny, que je vais laisser se présenter autour des cours de récréation, et Nicolas Boulard. Stéphanie, vous avez la parole. Bonjour, merci Bertrand. Bonjour à toutes et tous. Je suis Stéphanie Cagny, je suis cofondatrice et co-gérante d'une coopérative basée à Lyon qui s'appelle l'Atelier Popcorn. Et nous accompagnons les citoyens et encourageons les citoyens à participer à différents types de projets, citoyens de tous âges, puisque on travaille aux côtés de collectivités territoriales à associer les enfants et les adultes sur des projets d'espace public, d'équipement public principalement, et un peu sur la question du logement. Et effectivement, les cours d'école font partie de notre grande actualité depuis près de 2 ans maintenant. Très bien. Merci pour cette présentation, Stéphanie. Nicolas? Oui, bonjour, Nicolas Brulard, aussi basé à Lyon. Moi, je représente l'entreprise Caresser et on en reparlera un peu après aussi, Jardin de Galie. Et nous, on intervient sur tout ce qui est le lien entre, on va dire, le monde urbain, ou plutôt le monde bâti, les usages, et le végétal ou l'agriculture. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'amener ou de ramener, selon les contextes, du végétal en ville, mais pas que en faire un décor, mais de recréer le lien. Voilà. Donc, on va parler aujourd'hui d'aménagement, on va parler de mobilier, mais la vraie question, c'est la question des usages, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait, comment on vit avec, comment on le fait évoluer, et voilà. Et donc, on a notamment des fermes pédagogiques en Île-de-France sur lesquelles on accueille des enfants, des écoles, on fait évoluer des ateliers, vraiment dans l'idée de se dire qu'on est dans un monde très digitalisé et qu'on peut quand même faire plein de trucs avec ses mains et être sur le ressenti. Et c'est, je pense, ce qu'on a envie de vous partager aujourd'hui. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, je précise que vous avez à votre disposition un chat sur l'application Teams. N'hésitez pas, s'il vous plaît, allez-y, posez vos questions à tout moment. J'ai également oublié de présenter Audrey. Audrey, je ne sais pas si tu nous entends. Oui, bonjour à tous. Voilà, Audrey est en ligne et Audrey va nous aider à collecter les questions, parce qu'en tant que présentateur, malheureusement, je ne vois pas tout au même moment. Et donc, l'idée, c'est que vous posiez vos questions au fur et à mesure. On a 2 temps de présentation, de thématiques. On répondra aux questions, si possible, pour certaines d'entre elles, en tout cas, en instantané. Et puis, on rassemblera peut-être un certain nombre de choses en fin d'intervention. En tout cas, n'hésitez pas, on compte sur vous pour réagir, que ce soit sous forme de questions ou tout simplement de réactions en tant que telles. Le webinaire en lui-même est enregistré. Donc, toutes celles et ceux qui se sont inscrites recevront un email, non seulement de remerciements, mais également de liens pour revisionner le replay si cela
vous est nécessaire, vous est utile. Et puis, nous aurons d'autres occasions de rendez-vous sous forme de webinaires sur l'éducation notamment, je le précise parce que là, on est quand même dans le cadre de ce que nous, on appelle l'aménagement extérieur, mais qui touche quand même fortement au scolaire. Et on aura d'autres webinaires qui viendront sur le mois de mai et le mois de juin. Donc, merci de bien suivre l'actualité Manutan Collectivité. Alors, au sommaire, les cours de récréation, c'est un sujet très, très intéressant parce qu'il vient sous différentes formes. Nous, ce qui nous a paru intéressant, c'est de voir à travers l'expertise de nos deux intervenants, de quelle manière, dans un premier temps, on pouvait faire pour construire ensemble ce projet-là. Je voudrais juste citer un document qui est paru il y a quelques heures à peine, qui émane du CEREMA. Alors, je ne sais pas si vous êtes toutes et tous comment dire, habitués à cet organisme, mais le CEREMA, qui est un organisme officiel au niveau de l'État, a publié il y a quelques heures à peine donc une fiche de synthèse sur un aménagement de cours de récréation dans la région parisienne. Et je vous engage à aller consulter ce travail remarquable. Le CEREMA fait d'autres choses remarquables au-delà des cours de récréation, mais c'est quelque chose de très intéressant qui ne peut que compléter notre présentation aujourd'hui. Alors, si je le cite, c'est tout simplement pour lancer l'intervention de Stéphanie Cani, parce que dans ce niveau de synthèse, de recul par rapport à une cour qui a été aménagée il y a déjà quelques temps, il se trouve qu'on insiste énormément sur la nécessité de co-construire pour que chacun notamment s'approprie le sujet. Mais Stéphanie, vous qui avez l'habitude de collaborer, de monter ces phases de co-construction, comment abordez-vous le sujet? Oui, c'est vrai que nous, notre travail, c'est effectivement d'associer toutes celles et ceux qui utilisent et vivent dans un espace dans la réflexion de sa transformation. Et la question de la cour d'école, il est intéressant en cela, puisque cette cour d'école, elle a été le fruit de transformations dans son histoire, liée à l'histoire de l'urbanisme en France notamment. Et c'est un espace qui s'est petit à petit aseptisé. Alors, j'explique parfois aux enseignants de manière un peu rude, mais c'est pour provoquer un peu le dialogue, que nos cours d'école aujourd'hui, elles sont largement inspirées de l'univers carcéral. Alors, ça peut paraître brutal comme ça, mais c'est un peu rude. C'est un peu rude, j'en conviens. Et pourtant, les cours d'école entièrement goudronnés, avec de moins en moins d'arbres, voire plus du tout, un sol lisse, il répond aujourd'hui à des enjeux demandés par les adultes, qui sont de pouvoir surveiller d'un seul point de la cour l'ensemble de l'espace. Et c'est en cela qu'il fait référence à l'univers carcéral en partie. Les cours d'école ont été goudronnés pour faciliter leur entretien et le nettoyage notamment. Et puis finalement, on a gommé tout relief et tout recoin dans une volonté d'hygiénisme et de sécurité, on va dire, à outrance. Et on en est arrivé aujourd'hui à une aberration, et Nicolas le disait très justement tout à l'heure, à une aberration qui fait qu'on a complètement, en aménageant nos cours de récréation de la sorte, et c'est pas l'apanage des urbains, c'est aussi valable dans le monde rural, et ben, en aménageant ces cours, on les a transformés, on a limité les jeux, on a coupé la créativité et l'imagination des enfants. Et quand on n'a pas à disposition le week-end et la nature à proximité, et que la place des écrans, Nicolas l'évoquait tout à l'heure, ayant pris une place prépondérante dans notre quotidien, et ben, on a fait de ces cours non plus un espace où on peut créer ses souvenirs, développer des apprentissages, faire les liens entre ce qui se passe dedans et dehors. Et du coup, on en fait des espaces assez tristes aujourd'hui. Et effectivement, la question du réaménagement des cours d'école, aujourd'hui, elle a été pointée dans le cadre du réchauffement climatique.
pour répondre à ces enjeux environnementaux qui sont forts, puisque ces cours, elles ont été identifiées comme participant à ce qu'on appelle les îlots de chaleur. C'est-à-dire qu'en étant toutes goudronnées et en étant dans des espaces souvent en îlots, elles concentrent la chaleur lors des périodes de canicule. Et ce qui rend ces espaces parfois, dans certaines communes et agglomérations, inaccessibles aux enfants l'été. On demande aux enfants de ne plus sortir dans la cour de récréation tellement il fait chaud. Ce qui est un paradoxe. Est un paradoxe. C'est un peu comme ça que cette question du réaménagement des cours d'école, elle est venue. Comment on limite les îlots de chaleur urbains? Et puis, comment on favorise le retour de la biodiversité dans des enjeux plus globaux? Et Nicolas le soulignait, comment on renoue les liens entre les enfants et la nature, avec le paradoxe que c'est nous, adultes, qui depuis 40 ans avons détruit ce lien. Mais cette cour d'école, elle ne répond pas seulement dans son réaménagement à ces enjeux environnementaux, elle est aussi c'est une formidable opportunité de réinterroger la pédagogie, de favoriser les apprentissages en classe dehors, de pouvoir aussi réapprivoiser les notions de risque. En tout cas, l'idée, c'est pas de réaménager des cours en créant des dangers, mais du coup, en faisant la différence entre risque mesuré et danger réel. Je prends souvent cet exemple-là parce qu'il m'a marqué lors des premiers accompagnements qu'on a pu faire. Dans une école, l'équipe enseignante nous a dit alors surtout dans le réaménagement, il ne faudra pas de buissons. Donc j'ai interrogé le pourquoi. Et les enseignants m'ont dit mais parce que les buissons, il y a des branches et les enfants vont se crever les yeux. Alors, ça peut faire sourire comme ça, et pourtant, ils étaient très sérieux. Et du coup, j'ai essayé de comprendre ce qui se passait. Donc, je leur ai demandé si, lorsqu'ils étaient petits, ils avaient des buissons lorsqu'ils jouaient. Ils m'ont dit qu'effectivement, oui. Je leur ai demandé s'ils avaient un jour eu les yeux crevés ou crevé les yeux des copains. Ils m'ont dit que non. Et je leur ai demandé pourquoi les enfants d'aujourd'hui crèveraient les yeux des copains davantage. Ils ont admis qu'effectivement, c'était peut-être dans un souci d'extrême protection qu'ils en étaient venus à exclure la question du buisson. Cette école, entre-temps, a été réaménagée. Ils ont intégré dans la cour des pierres, une rivière, des buissons, et les enfants, ils sont bien plus épanouis. J'en reviens à mes enjeux. Ils sont aussi sociaux, parce que travailler sur cette cour d'école, c'est travailler ces questions de citoyenneté, d'entraide, de mixité et de solidarité. Alors, on parle de dégenrer les cours d'école. C'est effectivement valable dès le CE2, on va dire. Moi, en maternelle, même si la sensibilisation dès la maternelle est essentielle, dès le CE2, on voit la séparation entre les jeux des petits garçons et des petites filles. L'aménagement de ces cours y fait beaucoup. Et le rôle des adultes également, on est bien d'accord. En tout cas, c'est un espace, on peut passer à la slide suivante, qui paraît simple comme ça parce qu'il est, d'un point de vue périmètre assez restreint, et pourtant il doit répondre à plein d'enjeux. On peut passer juste à la slide. Je vais juste prendre le temps, Stéphanie, si vous le permettez, de montrer une petite vidéo, parce que je ne l'ai pas fait avant votre intervention, mais je pense que le fait que vous soyez en introduction sur les enjeux est important pour mieux comprendre justement un travail qui a été réalisé par les équipes de Manutan Collectivité. Et je vais peut-être en voix off essayer de commenter tout ça, sauf s'il y a trop de son. S'il n'y a pas de son, à la limite, c'est pas plus grave. On a essayé de matérialiser en quelque sorte ce que vous venez de décrire, puisque on le voit sur l'animation. On a décomposé en fait l'espace. Là, on n'était pas dans un cadre de végétalisation complète. On a essayé de décomposer l'espace avec notamment une première partie, notamment à travers des parquages au sol, qui peut être transformé dans un axe véritablement de parcours, voire de parcours muséographique. Ce sont des choses qu'on nous a demandées. On a cet espace que vous voyez plus tourné vers le côté classe à l'extérieur. Alors attention, ce n'est pas la sortie scolaire, c'est faire classe à l'extérieur. Un espace qui est peut-être plus tourné vers le côté jardin pédagogique, prise en compte en tout cas de la nature, on peut exprimer sous différentes formes. Et puis, sur l'espace suivant,
Et aussi, c'est de faire en sorte que on prenne en compte pour les enfants tous ceux et celles qui n'ont pas forcément juste besoin de se défouler pendant le temps de récréation. Et l'idée, c'est d'avoir un espace qui soit peut-être consacré un peu plus à la lecture, en tout cas à la détente. Et le dernier exemple important en termes de segmentation de l'espace, c'est l'espace sportif qui est nécessaire dans la coordination, mais qui est segmenté et ouvert à toutes et à tous en matière de pratique et pas uniquement, si on peut dire comme ça, et ça rejoint votre propos, Stéphanie, pas uniquement tourné vers le côté finalement pratique, je dirais, uniquement pour les garçons, par exemple, la partie de foot, que j'aime bien, mais qui n'est pas unique aujourd'hui dans la nécessité de la cour de récréation. Alors, je pense que ça permet véritablement de resituer ce que vous disiez, donc cette vocation intergénérationnelle, voire sociale au sens large, en tout cas dégenrée, se traduit sous la forme du projet et de la co-construction. C'est bien ça, Stéphanie? Oui, c'est ça. En tout cas, cet espace, il est souvent perçu, on va dire, si on pose la question rapidement, le regard des adultes, parents, enseignants, animateurs périscolaires, agents municipaux, on voit souvent que la question de l'espace énergique, il revient tout de suite. Les enfants, ils ont besoin de se dépenser, de se défouler. C'est vrai. Et pour autant, on l'a vu dans la vidéo, en fait, les enfants, ils ont besoin d'autre chose et ils l'expriment très bien. Et je vous expliquerai, pardon, juste après qui on associe dans nos démarches, mais ils expliquent aussi leur besoin d'avoir des moments de calme, de pouvoir être seuls ou en tout petit groupe, de pouvoir imaginer, explorer, manipuler. Et on ne peut pas le faire dans une cour entièrement goudronnée et aseptisée. Il faut penser les liens entre tous ces espaces. Et puis, effectivement, cette cour, elle peut être l'opportunité donc de pouvoir effectivement se regrouper en grands groupes, mais apprendre dehors et se dire qu'il y a une continuité entre la classe et la cour de récréation et que cet espace de cours peut ne plus être considéré comme une annexe au bâtiment, mais bien comme un espace complémentaire. C'est une des demandes qui a été formulée d'ailleurs dans les travaux que nous menons avec le ministère de l'Éducation nationale à l'époque Covid que nous traversons, de disposer d'un nouvel espace plus ouvert pour faire un cours en tant que tel. Alors, qui on associe dans les démarches, c'est la slide suivante. Eh bien, on associe toutes celles et ceux qui interviennent de près ou de loin dans l'école. Donc, d'abord les enfants, parce que c'est bien eux qui utilisent le plus cet espace sur le temps des récréations scolaires, mais également sur les temps périscolaires, voire sur les temps de vacances scolaires, parce qu'aujourd'hui, les écoles sont aussi utilisées par des centres de loisirs sur les temps de vacances. Donc d'abord les enfants et de tous âges, de la maternelle jusqu'au collège. On intervient même en crèche, mais c'est plus difficile de faire participer les enfants, mais on fait de la sensibilisation. Mais en tout cas, dès la maternelle, on fait de la sensibilisation, du diagnostic et de la préconisation. Les enfants sont complètement en capacité de faire ce travail-là. Ensuite, évidemment, les équipes éducatives, les équipes d'animation, les agents municipaux qui, eux, fréquentent cet espace à des temps différents de la journée. Les enfants, eux, sont toujours les mêmes. Ils ne bougent pas, mais par contre, ils voient effectivement les adultes qui changent. Les agents municipaux, alors parfois, ce sont eux qui font l'animation périscolaire, mais je compte aussi dans les agents municipaux toujours associer les agents d'entretien qui sont souvent très inquiets quand on parle de réaménagement de cours d'école pour les questions de faire rentrer plus de saleté dans le bâtiment et donc de nettoyage. Donc c'est très important que ce dialogue entre équipe éducative, équipe d'animation et agents municipaux, il soit mené. Ensuite, on associe les services techniques, souvent les directions de patrimoine, bâtiments, espaces verts, et les élus dans la réflexion et le suivi de ce projet-là. Parce que finalement, réaménager ces cours d'école, ça pose toute la question derrière de la pérennisation, de l'entretien et de la gestion. Donc, c'est important de pouvoir voir comment ça impacte aussi dans l'organisation de la commune.
Et puis, enfin, on informe. Là, on associe de manière différente. On informe l'éducation nationale de ce type de projet. Les inspections d'académie sont informées généralement à l'échelle conviée par la commune dans la réflexion de ce projet-là. Et les parents ont une place effectivement secondaire dans nos projets. Volontairement, on l'assume parce qu'ils ont une relation très émotionnelle sur cet espace-là. Ils ne le fréquentent pas au quotidien. Ils en ont le récit de leurs enfants, qui est important. Parfois, ils n'ont aucun récit. Et ils projettent sur cet espace leurs propres souvenirs ou leurs propres inquiétudes. Du coup, ils sont informés du projet, de la manière dont on va travailler avec leurs enfants, de ce qui ressort du travail avec leurs enfants, du calendrier du projet, de la manière dont ça va se dérouler. On leur adresse un questionnaire pour recenser un peu leurs craintes, leurs questions, leurs envies, mais ils ne sont pas le public prioritaire que l'on associe dans notre démarche. C'est bien les enfants en premier et leur parole est placée on donne autant de légitimité à la parole de l'enfant qu'à celle des équipes éducatives, d'animation, les agents municipaux et autres. Si je peux résumer ce que vous dites, Stéphanie, c'est une recherche de sens collectif, finalement, à travers le projet, pour que chacun l'intègre au mieux. Tout à fait. En fait, on associe chacun dans son rôle. C'est-à-dire qu'on ne demande pas, on demande aux enfants qu'ils nous racontent ce qu'il se passe dans la cour de récréation et ce qu'ils aimeraient faire. On demande aux enseignants ce qu'ils font dans la cour de récréation et ce qu'ils aimeraient qu'elle soit en lien avec leur métier d'enseignant. Et on ne demande pas, par exemple, aux enseignants de réfléchir à la place de l'enfant. Chacun reste dans son rôle et est associé dans le projet, dans son rôle et dans son cœur de métier pour faire cohabiter l'ensemble des besoins et des contraintes. On peut passer à la slide suivante. Et donc, les grandes étapes, la manière dont on associe ces différents publics, parents et là, on va dire ce que j'appelle acteurs éducatifs, donc équipe enseignante, équipe d'animation, agents municipaux, agents techniques, élus. D'abord, pour tous, on a des temps de sensibilisation. On peut se dire qu'on est tous au courant des enjeux qu'on a énoncés. C'est loin d'être le cas. C'est loin d'être le cas parce que souvent, on vient nous chercher uniquement sur les enjeux environnementaux et donc on ouvre le champ sur les autres enjeux aussi et tous les bénéfices que ça peut apporter. Et cette sensibilisation, elle est importante pour... alors là, comme on est sur un webinaire, j'ai fait une version très descendante de présentation des enjeux. Et en atelier, j'aime bien les co-construire avec les acteurs, c'est-à-dire qu'on les fait émerger ensemble. Et c'est important que ce soit eux qui les fassent émerger parce que on se pose la question de pourquoi c'est important de réaménager une cour d'école aujourd'hui. Et que c'est parce qu'eux le proposent. Alors évidemment, on va pouvoir le compléter en fonction de nous, nos expériences, on va dire à la fois ce qu'on a pu accompagner dans d'autres cas, mais aussi le savoir acquis par d'autres et qui nourrit ces réflexions aujourd'hui. Tout un tas de recherches sont menées, tout un tas d'ouvrages sont édités sur ces questions-là, mais c'est important que ce ne soit pas uniquement descendant parce que sinon ça ne marche pas. Cette sensibilisation, elle se fait autour, alors certes des enjeux environnementaux, d'îlots de chaleur, comprendre pourquoi il faut enlever le goudron dans la cour, que ce n'est pas une lubie du moment, mais que c'est important qu'on rende une perméabilité au sol. Pourquoi c'est important qu'on ait de la biodiversité, même quand on est en milieu rural, à proximité des enfants. Pourquoi c'est important d'introduire les questions de genre dès la maternelle. Donc, toutes ces questions-là, elles sont abordées. C'est vraiment la première étape. Et si on la loupe, on passe à côté du projet. Ensuite, on a la partie diagnostic. Là,
on explique aux enfants, c'est comme quand on va chez le médecin et qu'on lui dit j'ai le nez qui coule et la gorge qui me gratte. Lui, il pose son diagnostic, il nous dit vous avez une rhinopharyngite. La cour d'école, c'est pareil. On fait l'état des lieux. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans cette cour? Quelles questions elle soulève? Et puis, on le fait avec tous les adultes. Et le diagnostic, il est finalement partagé entre les enfants, les adultes, pour comprendre comment cette cour, elle fonctionne et où sont les conflits. Comment on résout les conflits aujourd'hui dans cette cour. On identifie aussi les atouts. Qu'est-ce qu'on veut conserver? Qu'est-ce qui est important pour nous? Quels sont les jeux qu'on adore faire et qu'on veut absolument retrouver dans notre future cour? L'idée, c'est pas de partir, de faire l'ardoise magique et de tout gommer, de tout recommencer. Non, on garde ce qui est important. Et, typiquement, le patrimoine végétal, on va dire, quand on a la chance d'en avoir, ça fait partie des atouts. Et donc, on va essayer de construire le projet autour. Et puis ensuite, on a la phase de préconisation. C'est-à-dire que souvent, c'est cette phase-là où on vient chercher l'enfant. On vient chercher l'enfant sur la machine à rêve. Allez, dites-nous quelle est votre cour d'école idéale. Alors, c'est intéressant, mais si on n'a pas fait les étapes précédentes, on va avoir comme proposition un parc aquatique, un acrobranche, des manèges. Donc, on est complètement à côté du sujet. Quand on a fait la phase de sensibilisation, quand on a diagnostiqué, quand on a fait l'état des lieux de la cour de récréation, les enfants expriment des envies réalistes, qui sont très concrètes, qui sont réalisables et qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, sont très économes et très frugales en termes de budget. Et puis, cette phase, elle permet aussi de clarifier les intentions de chacun pour comprendre l'aménagement, il est au service d'un usage et pas l'inverse. Donc, on ne réfléchit pas à partir, et on en avait parlé ensemble, Bertrand, nous, on ne travaille pas et on ne se substitue pas à une maîtrise d'œuvre, on n'est pas là pour faire le travail avant le paysagiste, on est là pour construire un cahier d'inspiration pour un paysagiste, pour un aménagement futur. Et donc, on ne choisit pas du mobilier dans un catalogue, on vient s'interroger sur est-ce qu'on a envie de s'asseoir et comment on a envie de s'asseoir. Est-ce qu'on a envie de s'asseoir confortablement? Est-ce qu'on a envie de s'asseoir à 2 ou à 4? Est-ce qu'on a envie de s'asseoir en grand groupe? Donc, on va travailler plutôt sur ce type de démarche-là dans notre phase préconisation, alors avec des outils qui sont adaptés. Et puis ensuite, notre mission, elle ne s'arrête pas là. C'est ce qu'on explique, c'est la différence entre concertation et assistance à maîtrise d'usage. C'est-à-dire qu'on va de la sensibilisation jusqu'à l'évaluation. Donc, on va faire le lien avec celui ou celle qui va concevoir le projet et aménager l'espace. Parfois, c'est des maîtrises d'œuvre internes au sein de la collectivité. En tout cas, on va suivre le projet pour que l'intention, ce qu'il est ressorti de notre travail de diagnostic et de préconisation nourrisse bien le projet. On vient présenter ce projet avec la maîtrise d'œuvre au sein de l'école auprès de tous les usagers qu'on a listés avant. On ajuste le projet en fonction. Et puis ensuite, on invite la collectivité souvent à choisir ces entreprises de travaux dans leur capacité à associer les publics en phase chantier. Les enfants sont très demandeurs de pouvoir participer aux plantations, à la construction de certains espaces. Et c'est une première brique dans l'appropriation de l'espace. Quand on a mis la main à la pâte, on a envie derrière que ce soit respecté des copains. Et puis, on revient, une fois les travaux terminés, nous, pour évaluer entre ce qu'on a diagnostiqué, les enjeux qu'on avait listés au départ, le diagnostic posé, est-ce que cette cour d'école, elle a permis de corriger et de faire face aux enjeux? Et on en est à peu près à notre un peu plus de 15e cour d'école réaménagée, si je compte que les maternelles et élémentaires. Et on voit sur celles qui ont été achevées le bénéfice sur le climat scolaire qui est réel. Mais ça, je pense que Nicolas pourra en parler en retour d'expérience aussi. L'apaisement de ces cours d'école qui ne sont effectivement plus des espaces
de gestion de conflits. Les enseignants disent finalement, c'est beaucoup plus simple pour nous de surveiller ces espaces parce qu'on n'a plus à gérer les bagarres, parce que les enfants en fait s'ennuyaient, se disputent le peu de jouets qu'il y a, et que finalement il y a une diversité d'activités qui sont proposées. C'est Et puis, très intéressant ce que vous décrivez, parce qu'on n'est pas du tout dans la démarche d'une cour défouloir, hein, où on attend la sonnerie, tout le monde se rue en courant derrière ou avant la maîtresse d'école. On est beaucoup plus dans un lieu de vie, en définitive. Exactement, c'est un lieu de vie. Moi, j'explique souvent que cette cour d'école, c'est un peu le premier espace public des enfants. C'est dans cet espace que se jouent malgré tout beaucoup les premiers rapports sociaux. Les enfants qui rentrent à l'école, et certains ont 2 ans et demi, 3 ans, certains ont fréquenté la collectivité en allant en crèche, d'autres c'est la première fois qu'ils vont partager les jeux avec les copains, un espace avec les copains et de nombreux copains, parce que dans une cour d'école on est nombreux. C'est le rapport entre le petit qui arrive en CP, le grand qui est en CM2. C'est la différence entre les enfants qui ont des besoins particuliers et celles et ceux qui ont l'habitude d'être dans un rapport plus individuel. Donc tous ces rapports-là, et dans cet espace-là, il y a beaucoup de choses qui se jouent, et c'est pour ça qu'il est déterminant aujourd'hui de les réaménager et de les réinterroger dans leur ensemble. Et je voulais vous expliquer, parce que il y a plusieurs collectivités qui se sont lancées dans les réaménagements sans associer les enfants. Et donc, c'est parce que ça nous tient à cœur d'un point de vue global de donner à l'enfant une place dans le dialogue public. Mais je fais un peu un plaidoyer de pourquoi il est important sur ces projets de cours d'école de les associer. C'est que sans les enfants, on n'a déjà pas un diagnostic complet, c'est certain. Parce que à chaque fois qu'on interroge les adultes, on fait l'exercice. On leur demande à quoi jouent les enfants dans la cour. Donc, on fait une première liste. Et puis, nous, on va observer. On a des temps d'observation de cours. On interroge leurs enfants. On joue avec eux. On leur demande expliquez-nous vos règles du jeu. On fait la liste des jeux avec eux. Et on s'aperçoit que les adultes connaissent peut-être 20% des jeux pratiqués dans la cour de récréation. Et donc, avec un diagnostic incomplet, on ne peut pas faire un bon projet. Je le disais aussi au préalable, et Nicolas le disait également, on est dans une situation quand même avec des enfants coupés du dehors, et la crise sanitaire qu'on a traversée n'a pas arrangé les choses. Donc, on a des enfants coupés de la nature, coupés du dehors, et une bonne compréhension des enjeux et du temps du projet, il est nécessaire au départ. Parce qu'il faut imaginer que dans la vie d'un enfant, quand on met 2 ans à sortir, entre le temps, on va dire, le premier atelier et la finalisation de la cour, parfois il se passe 2 ans. C'est extrêmement long dans le temps de l'enfant, c'est long dans le temps de l'adulte, et c'est très court dans le temps de la collectivité, de l'entreprise, parce que tout est rythmé. Il se passe beaucoup de choses en 2 ans, parce qu'il y a beaucoup d'études à faire, parce que il suffit qu'on ait un sol avec de la pollution, et donc c'est juste qu'il faut savoir concilier le temps de l'usager et le temps du projet. Alors c'est pas valable que sur les cours d'école, hein, c'est une question qui revient souvent, mais en tout cas cette phase de sensibilisation, elle permet aussi de comprendre tout ça, de parler de métiers aux enfants dont ils n'ont pour beaucoup jamais entendu parler. Ils ne savent pas faire la différence entre un jardinier et un paysagiste. Ils ne connaissent pas les phases d'un projet. Ils ne savent pas les différents métiers, même au sein de l'école, et les différents enjeux de chacun. Donc, ça permet aussi de resserrer les liens d'une équipe, dans une école entre enfants et adultes. Et puis, ces cours réaménagés, c'est des investissements pour les collectivités qui sont non négligeables, même si pour certaines, elles peuvent bénéficier de financement aujourd'hui par les agences de l'eau, par différents appels à projets qui permettent aux collectivités d'être soulagées d'un point de vue montant de travaux
ces projets. Mais pour autant, ces projets, il faut qu'ils soient bien appropriés. C'est-à-dire que passer d'une cour entièrement goudronnée où on a 80% de l'espace utilisé par le ballon et qui, sur ces 80% de cours utilisés par le ballon, il n'y a que 20% des enfants qui y jouent, et passer à une cour entièrement végétalisée avec différents espaces, on pourrait se dire que ça va se faire naturellement. Il faut un temps d'adaptation. Les enfants s'habituent très vite, mais en fait, il y a la posture de l'adulte qui doit changer aussi. On passe d'une posture de surveillance fixe à une surveillance qui doit être active, mais aussi on part d'une posture de l'adulte qui est de réguler les conflits à finalement prendre du plaisir aussi et jouer avec les enfants. Et cette appropriation-là, il faut du temps. Et les enfants, parce qu'ils ont vécu le projet, sont vraiment le meilleur moyen de bien vivre derrière dans cet espace-là. C'est remarquable, Stéphanie. Franchement, je ne peux que souscrire à 200% à ce que vous décrivez. Parmi les points, je dirais, contraintes que vous rencontrez dans votre phase de co-construction amont, vous avez parlé notamment du temps. Je suppose quand même qu'il y a beaucoup d'intervenants qui n'ont pas forcément idée de ce temps préalable, de ce temps nécessaire de maturation et d'appropriation. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ressortent et qui sont un peu obstacles finalement à cet amont projet? En fait, il y a beaucoup de fantasmes autour de cette cour d'école. Ce que j'expliquais qu'on faisait un questionnaire auprès des parents. En fait, on fait sensiblement le même questionnaire, alors avec des questions en plus, auprès des enseignants, agents municipaux, équipes d'animation. Parce que souvent, les adultes dans l'école s'empêchent d'imaginer des solutions en se disant « non, mais les parents vont être contre ». Typiquement, alors oui, on aimerait que les enfants jardinent, mais alors si les enfants rentrent sales à la maison, on va voir tous les parents qui vont être vent debout. Du coup, on interroge et les parents et les acteurs éducatifs, et en fait, on fait le comparatif des résultats. Et pour toutes les écoles qu'on a pu accompagner, on a je fais une moyenne, mais on a 85% des parents qui sont favorables à ce que leurs enfants mettent les mains dans la terre, s'épanouissent, jardinent, quitte effectivement à faire un peu plus de lessive, à mettre des vêtements adaptés. On a toujours 1 à 5% dans chaque école qui estiment qu'ils doivent récupérer leur enfant aussi propre qu'ils l'ont amené le matin. C'est 1 à 5% à l'échelle d'une école. Et donc, on ne peut pas priver tous les autres de ce gain parce que, en fait, jardiner, c'est développer la motricité fine. Les enseignants voient très vite dans ce travail-là. Au départ, ils ont énormément de craintes. Certains nous parlaient d'effet de mode en nous disant oui, c'est peut-être un effet de mode, mais ça va passer. Et puis, en fait, ils se rendent compte que tout le programme pédagogique peut être appliqué dans une cour de récréation renaturée. C'est-à-dire qu'on peut faire des sciences, on peut faire des maths, on peut faire du français. Les enfants, moi j'ai vu des enfants faire la poésie, apprendre les poésies dehors. Les enfants qui ont énormément de mal assis derrière une table en classe, quand ils sont dehors pour apprendre leur poésie, ils y arrivent 10 fois mieux. Ils écrivent de la poésie dehors, ils font de l'histoire, ils font de la géographie. Et quand on n'a pas la chance de faire, parce qu'il y a ces exemples de classes en forêt, de classes dehors, mais quand on habite en milieu urbain, nous on travaille du coup avec la ville de Lyon sur des cours qui sont, malgré tout, la nature n'est pas à proximité. Ces cours d'école réaménagées, elles sont une opportunité tout de même formidable à disposition des enseignants. Donc les freins, il y en a au départ, ils sont au fur et à mesure du travail qu'on peut mener. Nous, généralement, alors travailler dans une école, on le sait, hein, on se cale entre chaque période de vacances scolaires. Donc, et en fait, il faut malgré tout donner un peu de rythme à ce projet-là, donner l'envie de s'y investir. Donc, on aime bien se tenir entre 2 périodes de vacances scolaires. Ça nous laisse 6 semaines.
Et en 6 semaines, on est capable de faire un diagnostic et des préconisations. Et en 6 semaines, on arrive à mobiliser une équipe, à créer un vrai projet et une opportunité de tirer plein de fils derrière pour tester des choses. Et ce temps du projet, on en fait un allié plutôt qu'une contrainte. C'est-à-dire qu'on va profiter du temps du projet pour expérimenter des choses. On est tout à fait d'accord, Stéphanie. Franchement, je ne peux que boire vos paroles et abonder dans ce que vous dites, et on vous sent pleinement impliqué. On va peut-être laisser la parole à Nicolas sur le comment, parce qu'on a besoin quand même de formaliser tout ça. Nicolas, vous qui intervenez au sein de différentes configurations, hein, pas que dans les cours de récréation, est-ce que vous pouvez nous décrire un tout petit peu comment tout ça peut prendre forme? Nicolas, On ne vous entend pas, Nicolas. on ne vous entend pas. Avec le micro, c'est beaucoup mieux. Voilà. Voilà. Non, je disais que j'ai pas grand-chose à redire sur ce qui a été dit avant parce que ça rejoint vraiment l'état d'esprit dans lequel on est. Effectivement, j'ai 2 casquettes. Moi, je m'occupe de Caresser, qui est plutôt un fournisseur de mobilier durable, dont on reparlera un peu. Et à côté, dans la même entreprise, je travaille dans un bureau d'études qui est sur l'aménagement d'espaces urbains. Donc, on est aussi bien sur des cours d'école que des copropriétés, que des entreprises, mais toujours avec intégré du végétal. Et en fait, qu'on peut très bien faire du végétal totalement inerte. On va jusqu'à la haie de Thuya ou des choses comme ça, mais des choses qui sont gérées par des services généraux et sur lesquels les gens ne remarquent même pas le végétal, ne l'entretiennent pas forcément. Et donc là, il y a tout un mouvement qui est plutôt sur l'implication des usagers, sur leur faire, regardez, on va mettre un nom sur la plante, on va mettre un nom sur cet espace, et puis on va regarder ce que vous faites, et vous allez être acteur. Et notamment, on a travaillé chez des bailleurs sociaux, des choses comme ça, où il y avait beaucoup de dégradation de végétaux, ça servait de poubelle. On a fait de la conception participative, un peu sur le même principe. Et donc, ils ont mis un nom sur les végétaux, on en a enlevé un peu qui gênait, on en a changé d'autres, et du coup, beaucoup moins de frais d'entretien. Donc, voilà, on travaille sur ces différents sujets. Et du coup, pour moi, la transition, elle est aussi sur Je trouve que la question de qui est impliqué dans le projet, mais aussi comment on le gère, elle est fondamentale. Aujourd'hui, donc nous, on a plutôt la casquette de paysagiste, aménageur. C'est extrêmement figé généralement ces projets. Donc vous allez avoir une idée, éventuellement du conseil, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, après de la maîtrise d'œuvre, après des appels d'offres, et après vous allez avoir des entreprises qui réalisent. Tout ce monde-là est séquencé, et donc le côté participatif ou le côté évolution du projet une fois que c'est parti, il peut disparaître. Et dans ce schéma classique, il n'y a personne qui le fait vivre. C'est-à-dire qu'en gros, une fois que c'est livré, on s'en va. Et notre problème ou notre avantage, à vous de voir, c'est qu'on travaille avec du vivant. C'est-à-dire qu'on plante des végétaux qui vont grandir, on plante des végétaux qui vont se développer, il va y avoir des mauvaises herbes qui vont venir là et qui peuvent être intéressantes à étudier, il va y avoir des animaux qu'on ne voyait pas avant qui vont venir. Alors, des fois, des sympas, des oiseaux, d'autres, c'est des abeilles. Donc, c'est pareil, les abeilles qui peuvent provoquer beaucoup de crainte, alors que globalement, en termes de risque avéré, on est assez limité. Donc, il y a vraiment cette question on n'est pas pour créer un usage intéressant le jour de la livraison. On est pour créer un usage qui va être vivant, comme la cour de récréation, et qui va être approprié et qui va être modifié, dont les usages vont être modifiés par les enfants, par les enseignants, etc., au fil du temps. Et je pense que c'est vraiment important, ça rejoint ce que disait Stéphanie, sur le côté de comment on le pense dans la durée et comment on fait pour que le projet il ait une chance de se développer. Et je vais parler de sous, c'est-à-dire que concrètement, les services techniques dans les collectivités ne sont pas forcément pléthoriques. On peut avoir des questions, enfin bête, nous on l'a eu sur un projet très concret, de problèmes d'arrosage. C'est-à-dire que vous avez 20 personnes qui travaillent dans une école, vous avez le tuyau d'arrosage qui est à peu près, le robinet est à 1 mètre des plantations, mais personne ne l'entretient. Parce que les gens n'ont pas forcément été impliqués dans le projet, ne savent pas forcément les plantes qui sont là, ne savent pas forcément les besoins d'arrosage, et on se retrouve avec un aménagement qui a coûté à la collectivité, mais sur lequel l'inclusion des gens n'a pas été suffisante. Et donc, on va avoir des plantes qui vont se dégrader, et on crée de la déception alors que c'était la première pierre d'un élément.
Voilà. C'est Donc, peut-être ce que l'on peut lire d'ailleurs sur le slide oui, qui est affiché, c'est-à-dire qu'en fait, dans l'idée, même le fait de délimiter et de décrire ce qui se passe dans chaque espace au sein de la cour de récréation, en soi, est un acte d'explication et donc peut-être d'implication derrière de tout un chacun à l'entretien et au bon usage ou au plein usage finalement de tout ce qui est mis à disposition. tout à fait. Et du coup, pour finir aussi là-dessus, je pense que effectivement, la posture de l'adulte, de l'enseignant, elle est à réinterroger. Aussi parce que l'enseignant est dans un monde aseptisé. C'est-à-dire que les programmes scolaires sont très denses, il y a beaucoup de choses à faire, mais on reste en milieu assez contrôlé, avec des planches, je caricature un petit peu, mais avec des dessins de fleurs sur les livres, etc. Mais d'aller expérimenter l'aléa, l'imprévu dehors, ça peut changer les choses. Et moi, par exemple, j'ai un collègue qui est un jardinier hors pair, enfin, qui a chez lui un potager énorme et qui est passionné de ça. Quand on l'a mis en situation de faire de l'animation dans des copropriétés, il était terrorisé par les enfants. C'est-à-dire qu'en gros, c'était pas le même discours. Les adultes lui posaient des questions qui étaient des questions d'adultes. La façon dont les enfants questionnaient le potager et l'animation le bloquait complètement. Parce qu'une réponse rationnelle sur le cycle de telle plante, sur l'azote, tout ça, n'avait pas lieu d'être à cet endroit-là pour des jeunes enfants. Et voilà, c'est juste caricature, enfin, c'était pour, voilà, pour caricaturer un petit peu, mais et lui qui est passionné, qui connaît tout sur le jardin, le fait que l'enfant se saisisse d'un imprévu, se mette à aussi faire des choses qui ne sont pas acceptables pour les adultes, c'est-à-dire repiquer des radis, pour beaucoup de jardiniers, ça ne se fait pas. Mais peut-être que c'est intéressant quand même de laisser des enfants le faire dans ce processus d'apprentissage. Donc voilà. Donc, on peut passer, Bertrand, à la suivante. C'était juste pour ces questions-là que la posture, effectivement, elle est à changer. Il y a des choses qui vont revenir un petit peu sur ce que dit Stéphanie, donc je vais le dire avant, mais c'est de. Nous, on voit passer aussi beaucoup d'appels là pour végétaliser globalement, parce que toutes les cours d'école, parce qu'il y a, bah, il y a des enjeux clairs et puis il y a des positionnements politiques qui sont importants, mais on n'est pas personnellement complètement convaincu par cette approche parce que faut pas oublier pourquoi elles se sont bétonnées, effectivement. C'est-à-dire qu'il y a un moment, enfin, ça a répondu à des besoins ou des peurs, etc. Et donc, il faut changer ses usages, il faut le faire peut-être progressivement ou en appliquant les gens. Et puis, il faut savoir qui est-ce qui gère ces projets. Et nous, on se retrouve avec beaucoup de projets qui sont des projets pour enlever le bitume, pour enlever les gros ouvrages et qui sont gérés par des gens plutôt des travaux publics et où le lot paysage, verdissement, usage est au final assez restreint. Donc, il y a une vraie question derrière de se dire qu'est-ce qu'on veut vivre dans cette cour. Et le fait de la végétaliser, le fait d'enlever du béton, de mettre de l'herbe, ne va pas tout résoudre. Est-ce qu'on veut une cour qui soit uniforme? Est-ce qu'on veut différents usages? Et tu peux tourner, tu peux passer, Bertrand. Est-ce qu'on veut différents usages? Est-ce qu'on veut différentes actions qui sont faites? Est-ce qu'on veut quelque chose qui est une partie figée où on sait qu'on va faire à peu près les mêmes activités? Est-ce qu'on veut du mobilier qui est mobile? Est-ce qu'on veut une zone qui est appropriable? Enfin, aujourd'hui, vous donnez des craies à des enfants, ils vont vous redessiner la cour. Donc, c'est important aussi de laisser des espaces de créativité. Et c'est le travail qu'on avait fait donc, sur la gamme Caressère où voilà, nous, on conçoit des sortes de Lego, de potagers en Lego, c'est-à-dire que c'est des planches de bois non traitées chimiquement qu'on va empiler avec un système d'encoche et qui vont permettre de composer différents types de mobilier dans l'idée, là toujours, que eh ben, les enfants peuvent très bien, dès très jeunes, fabriquer eux-mêmes les potagers. C'est-à-dire qu'on livre les planches, mais ils vont l'assembler comme un Lego et ça peut faire partie, la construction peut faire partie complètement du projet pédagogique. Et on avait travaillé sur différents usages et les petites vignettes que vous voyez, c'était pour projeter bah, les enseignants, les équipes pédagogiques, les élus, les équipes techniques dans différents univers. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on veut vivre? Donc, vous voyez plutôt au milieu, en bas, vous avez plutôt ce qu'on va appeler la classe dehors. Donc, vous pouvez avoir des assises, une partie d'ombre qui permet de le faire dans toutes les périodes, en fonction de tous les temps. En haut, vous avez quelque chose qui va être plus ludique. On va avoir des petites cuisines pour aussi patouiller un peu, mettre de la terre, jouer avec les récoltes qu'on va avoir, des petites cabanes végétalisées. On peut avoir des lieux d'information, on peut avoir des lieux qui sont vraiment orientés potager. Et tous ces lieux, ils peuvent prendre la même surface, ils peuvent avoir le même coût, mais on ne va pas les concevoir de la même façon. C'est pareil, est-ce qu'on a un potager qui est en libre service ou est-ce qu'on a un potager qui est dans l'idée que on n'y va que avec un accompagnement? Et là, je vous parle que d'usage. Ça ne veut pas dire que dans une option ou une autre, on va mettre des clôtures autour.
On peut très bien le délimiter au sol et en disant que c'est un espace qui est réservé quand on y va pour une activité, pour éviter que les enfants mangent toutes les fraises vertes et que personne n'ait la chance de déguster des fraises un peu mûres. Donc, il y a toute cette question de vraiment quels usages on veut mettre au centre, comment on veut le vivre et du coup, quels aménagements on fait. Quelles zones on végétalise complètement, on déminéralise, quelles zones on va pouvoir aménager avec d'autres mobiliers, qu'est-ce qu'on garde pour des espaces libres et adaptables, et puis quelle est la place d'autres adultes que l'équipe enseignante ou que les services techniques dans ce projet. Et moi, Ouais, je parle. ce que je trouve très intéressant, Nicolas, c'est que là, on est sur une conception plutôt modulaire qui peut changer d'endroit aussi, hein. Donc, on peut Tout à fait. transférer éventuellement ce matériel-là, et bien évidemment, on peut surtout tester, c'est-à-dire mettre en place sur un espace plus restreint, si on n'est pas très sûr finalement de l'aboutissement et de l'appropriation, en tout cas de l'implication de toutes et tous, on peut se permettre cet exercice-là. Tout à fait. Et puis, nous, on est plutôt aussi partisans de commencer petit, surtout s'il n'y a pas d'accompagnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le potager, c'est du travail. Et le potager, par exemple, ça a la mauvaise idée d'être en pleine période de production pendant les vacances scolaires. Donc, il y a une vraie réflexion à avoir de est-ce qu'on clôt le potager en début d'été, on le redémarre à l'automne, ou est-ce qu'on va faire impliquer les parents ou les centres de loisirs ou des choses comme ça qui vont aussi participer. Mais du coup, ça peut à partir du moment où on va créer des liens entre ces acteurs qui potentiellement ne communiquaient pas ou ne se mettaient pas d'accord avant, on peut créer de la friction. Et nous, ça nous intéresse plus de le faire sur des petites surfaces ou en tout cas d'avoir des lieux d'échange et que ce potager soit vraiment du plaisir partagé entre enfants, enseignants, équipe technique et que ce soit un vecteur de pédagogie, de partage et pas que ça devienne une contrainte. Pareil, en se basant sur l'historique, c'est qu'il y a quelques temps, il y avait quand même quelques années, il y avait encore pas mal de potagers dans les écoles, il y avait des animateurs jardins dans les écoles, et puis ça a disparu parce que moins d'intérêt à un moment. Donc il faut recréer cette compétence, il faut recréer cette appétence, il faut recréer des projets qui vont attirer peut-être au début une ou deux personnes dans l'école et petit à petit devenir un projet collectif. Voilà. Et donc pour ça, nous, on travaille beaucoup sur du mobilier modulaire, clé en main, euh, pour l'installer dans les cours d'école. Euh, et et l'enjeu, il est vraiment de se dire pourquoi je le mets. C'est-à-dire à quoi ça me sert, qu'est-ce que je veux vivre avec ça, comment je l'aménage, comment je l'entretiens, comment je le fais vivre, qui est-ce qui le fait vivre. Et bien, un petit détail, par exemple, nous, pour l'arrosage, avant, on avait de l'arrosage automatique des tuyaux, et maintenant, on travaille exclusivement avec ce qu'on appelle des olas, donc c'est des céramiques qui Voilà, je sont crois. poreuses, voilà, des céramiques qui sont poreuses qu'on voit en haut, qui ont un petit couvercle comme ça, on n'a pas les moustiques tigres qui viennent, et qui sont enterrés dans le bac de culture, et comme ça, quand on enlève le couvercle, on peut voir l'eau qui reste dedans. Donc du coup, les enfants arrosent eux-mêmes, vont décider si c'est intéressant ou pas d'arroser en fonction des besoins de la plante, et on va vraiment sur l'autonomisation. Et derrière, eh ben, c'est des systèmes qui sont très économes en eau. Donc, on peut parler à n'importe quel âge, depuis la crèche jusqu'au lycée, du cycle de l'eau, des besoins des plantes, de comment les plantes se nourrissent. Ce que vous voyez en bas, c'est des composteurs. Donc, on travaille beaucoup sur le lombricomposteur, parce que nous, on travaille principalement sur de la culture en bac. Donc, on a entre 30 et 50 cm de sol. Donc, au final, c'est très petit. Et il faut que cet écosystème, on puisse le rendre vivant. Donc, on a besoin de créer de la vie, même si c'est tout petit. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour parler de vie? Euh, Qu'est-ce qu'on fait pour créer, pour observer des lombriques, pour observer des décomposeurs, pour observer toute cette vie du sol? Pareil pour les insectes, on voit un hôtel à insectes au milieu, mais il y a plein de plantes qu'on peut mettre qui vont attirer les insectes. Donc on essaye vraiment, sur des petits espaces, de recréer toutes les conditions de créer un sol vivant, un vrai écosystème qui soit productif si on est dans l'idée d'un potager, mais aussi ornemental, avec des fleurs en fonction des saisons, avec des plantes qui vont attirer les abeilles, qui vont attirer les différents insectes. Voilà. Et puis, ce qu'on voit en bas, c'est des petits guides pédagogiques parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai intérêt chez les acteurs, mais que quelque chose qui, quand on est passionné de jardinage, nous paraît évident, euh, l'est pas pour des gens qui débutent là-dessus et par exemple, ne serait-ce que de choisir les cultures qu'on veut faire. Et nous, comme on est contraint, comme on travaille surtout avec les écoles, d'essayer d'avoir des cultures très précoces qui vont arriver avant l'été et puis d'avoir des cultures qui vont pousser vite aussi en fin de saison pour pouvoir faire des choses au printemps et à l'automne malgré les 2 mois d'été, et ben, on travaille sur des micro-serres, des choses comme ça pour vraiment
qu'il y ait de la place pour se faire plaisir et qu'on ne soit pas obligé de se contenter de radis pendant toute l'année. Donc voilà, c'est un sujet sur lequel on peut imaginer plein de choses. Le végétal est vraiment plein de ressources. On peut complètement faire le lien, comme le disait Stéphanie tout à l'heure, avec le programme scolaire. C'est juste que le programme scolaire est dense, il est souvent assez théorique. Donc, il y a un travail à faire petit à petit, de refaire le lien avec du concret, mais ça peut complètement s'insérer dans le paysage et recréer du lien entre les acteurs, entre les intervenants, avec les enfants. Et puis aussi nous on le voit vraiment qu'il y a des enfants qui sont peut-être pas à l'aise sur le côté très scolaire, voilà, et qui vont complètement se libérer sur des passions au contact avec la nature. Et pour finir, juste une anecdote personnelle de quand j'ai commencé à travailler sur ces choses-là. C'était dans des quartiers très défavorisés dans la banlieue de Bruxelles, en Belgique. Et le soir, à 17h, vous pouvez être sûr qu'il y avait toujours des enfants qui avaient fini leur devoir le plus vite possible parce qu'ils voulaient pouvoir venir jardiner et nous aider à cultiver les plantes. Ils étaient en primaire et c'était vraiment leur priorité, c'était de finir les devoirs le plus tôt possible pour venir dans le jardin, pour venir profiter de ça, alors que de l'extérieur, c'était plutôt des petits caïds dans la cour de récré. Voilà. Donc on crée aussi des espaces qui vont changer, comme le disait Stéphanie, les relations sociales, la façon d'aborder l'école, la façon d'aborder les savoirs, et du coup, on n'est qu'au début de ces belles thématiques. Alors, merci beaucoup Nicolas, je vois l'heure qui tourne, je suis vraiment désolé, on est déjà quasiment aux limites du webinaire, mais on va prendre le temps d'évoquer quand même quelques questions. Moi, je dirais juste une chose, hein, c'est que tout ce qu'on a évoqué finalement renvoie vers des notions, comme le disait Stéphanie, il y a finalement beaucoup de sensibles et d'intuitifs au départ, tel qu'on peut le percevoir. D'ailleurs, Nicolas, tel que c'était exprimé, le disait de la même façon. Pourtant, il y a une vraie construction, il y a des vrais éléments qui viennent optimiser finalement le projet de façon à ce qu'il soit complètement viable et productif. Mais Audrey, il me semble que j'ai vu, alors de manière très brève parce que je n'ai pas l'affichage, pas mal de choses, pas mal d'expressions en tout cas. Est-ce que Donc tu peux oui, nous donner 2 ou 3 questions maximum? oui, il y avait une question, donc je pense que c'était lors de l'intervention de Stéphanie. Donc pouvez-vous nous donner des références de réalisation? Alors oui, je peux vous citer des communes qu'on a accompagnées. Alors il y a la commune de Chasse-sur-Rhône. Alors nous, on intervient en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on est entre Lyon et Grenoble, on va dire. Donc la commune de Chasse-sur-Rhône qui a aménagé la cour maternelle du château. Après, je pourrais vous en citer plein, Est-ce qu'il y a des projets, particuliers ou des anecdotes, à partager avec, nos participants? Alors, typiquement, la cour maternelle du château, les enseignants, au départ, voulaient végétaliser la cour, mais que les enfants n'aient pas accès aux plantes parce qu'ils étaient persuadés qu'ils allaient tout arracher, parce qu'ils étaient petits. Et en fait, enfin, il faut non seulement végétaliser les cours pour répondre aux enjeux de biodiversité, mais si on ne donne pas accès aux plantes, en fait, on perd quand même tout un pan, tout un intérêt à ce projet-là. Et effectivement, Nicolas le disait, il faut plus on implique les enfants dans la gestion, et au final, cette cour réaménagée, donc à l'intérieur, ils récupèrent les eaux pluviales dans une citerne d'eau qui permet de nourrir, d'alimenter une rivière. Donc la rivière, elle est soit sèche, et donc les enfants font rouler des petites voitures, des balles dans la rivière, et quand il fait beau, les enseignants ouvrent le robinet, ça remplit la rivière, et donc les enfants pataugent dans l'eau. Au final, ils ont accès au végétal. Alors, il y a juste la partie carré potager, puisqu'ils ont décidé d'en faire un projet pédagogique dans l'école, qui a un petit portillon, parce qu'on vient vraiment là observer le temps nécessaire à la nature entre la graine et le premier radis. Mais sinon, les enfants ont accès à tout le reste. Ils ont des bacs pour manipuler la terre. Ils ont accès au sable. Maintenant, ils ont accès à la nature, et les adultes ont dit, on s'est rendu compte que finalement, en ayant associé les enfants, ils savaient pourquoi c'était important d'en prendre soin. Et donc, ils ramassent eux-mêmes, ils balayent les feuilles mortes, ils les emmènent dans le bac à compost. En fait, ils participent eux aussi à ce que leur cours de récréation soit bien géré.
C'est le cas aussi des personnels d'entretien, hein. On a eu, nous, ce genre de retour également, de personnes pour lesquelles, finalement, la constitution d'un espace plus végétalisé pouvait être une contrainte réelle, puisqu'elles changent finalement leur métier, voire leurs outils au quotidien, mais qui, sous le coup, notamment de la compréhension collective et de l'implication que l'on a souligné grâce à vous, Stéphanie, et à Nicolas également, finalement, perçoivent leur intervention de manière différente, avec l'intérêt finalement pédagogique au bout de leur métier et de leur intervention quotidienne. Je crois qu'il y a une autre école qu'on peut citer, Nicolas, parce qu'on a travaillé ensemble sur la ville de Bordeaux, et je crois d'ailleurs que les images qu'on a vues, hein, pour partie en tout cas, sont issues de Oui, on est ce en site-là. partie. Oui, c'était une école qui s'appelle l'école Achard sur Bordeaux, avec là une petite spécificité, c'est que c'est un projet temporaire. C'est dans le cadre d'une végétalisation plus poussée qui sera faite, que la mairie voulait quand même commencer à avoir notamment des zones ombragées, parce que la question de l'îlot de chaleur était importante. Donc là, c'est un projet qu'on a fait pour qu'il soit démontable, parce qu'il va y avoir une végétalisation plus importante, mais c'était vraiment dans l'idée d'avoir de l'îlot de chaleur, et ça rejoint d'autres études du CEREMA qui avaient été faites sur des projets à Dunkerque, sur lequel, enfin, en gros, moi, un ratio qui m'avait marqué, c'est le ratio utilisable en cas de grosse pluie, le ratio d'espace utilisable en cas de grosse pluie ou de grosse canicule. Et au final, ça revient à faire le ratio de la surface de préau par rapport à tout le reste de la cour, et on se rend compte qu'au final, c'est tout petit. Donc, il y a un vrai enjeu à créer des espaces qui sont accessibles, quels que soient les temps, avec de l'ombre, avec de la régulation thermique naturelle par les végétaux. Est-ce que, Audrey, nous avons une autre et dernière question? Parce que là, Oui, on on avait déborde. une question sur est-ce que vous savez si on peut obtenir des subventions ou et si oui, de quels partenaires? Je crois, Stéphanie, que vous en avez parlé notamment à travers les agences de l'eau, c'est bien ça? Oui, alors a priori, en fonction de là où on habite en France, elles n'ont pas toutes le même appel à projet. Moi, je connais celui de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, qui couvre quand même une grande partie de l'Est de la France. Donc, j'ai mis le lien dans le chat vers les appels à projets pour les dossiers de subvention, et ils vont jusqu'à financer, oui, jusqu'à 70% du montant des travaux. Après, il y a d'autres, localement, les communes, elles ont pu faire appel, les plus petites communes, elles font appel aux communautés de communes, elles font appel, il y a des syndicats mixtes aussi qui peuvent financer. Ces montages-là, ça nous est arrivé, par exemple, nous on a accompagné une crèche et on a accompagné la crèche aussi dans la recherche de subventions et de leviers possibles. Donc, à chaque problème, sa solution. Je Très voudrais bien, juste merci revenir beaucoup, là-dessus. Stéphanie. Oui, Nicolas? Non, c'est aussi de se faire attention à ce qu'on cherche à financer. C'est-à-dire que souvent, et là je pense qu'on était assez d'accord avec Stéphanie, souvent on va chercher à financer l'aménagement en tant que tel, fini. La phase de concertation est parfois plus importante. Donc des fois, il faut mieux faire un projet ambitieux, mais le mettre en place petit à petit, mais être sûr que ça répond aux usages, plutôt qu'un projet qui va être exceptionnel, mais qui va taper à côté. Donc voilà, la subvention est un sujet, mais le pourquoi du projet, le comment on le fait, et une fois qu'on a créé l'engouement de se poser la question de comment on peut le financer, peut être une solution. Et derrière, il y a plein de financements possibles, il y a plein de solutions, ou même, on le voit, de l'autoconstruction de certaines parties, mais attention à ne pas tomber à côté aussi des besoins d'avoir un projet finançable, mais qui ne répond pas aux enjeux des différents acteurs qui ont été cités. Très bien. Bien, bah écoutez, je suis franchement désolé de devoir couper ces échanges et ces débats qui sont vraiment passionnants. Sachez en tout cas que Manutan Collectivité s'investit pleinement sur ces recherches-là. Vous retrouverez sur le site de Manutan Collectivité une page d'accueil dédiée à la cour de récréation et qui reprend en partie, en tout cas, l'approche que nous avons essayé d'appréhender aujourd'hui. Vous retrouverez, comme je l'ai dit au tout début, tout ce webinaire en replay sur la chaîne YouTube de Manutan Collectivité. Et à tout moment, bien, n'hésitez pas à revenir vers nous. Je vous laisse mon adresse mail si besoin était en contact direct. Et pour terminer, ben, je voudrais tout simplement remercier vivement Stéphanie Cagny et Nicolas Brulard qui ont fait vraiment une intervention très impliquante et passionnée. On vous sent vraiment investis tous les deux de ce sujet-là.
En tout cas, merci de nouveau de cet éclairage. Merci Audrey de ta collaboration technique et du relais pour les questions. Si d'autres questions n'ont pas été abordées, on les retraitera après ce webinaire de façon à ce que vous ayez une réponse toutes et tous. Merci encore une fois de votre attention et on vous dit à très bientôt pour d'autres webinaires Manutan Collectivité sur l'éducation courant mai et juin. C'est bien. Au revoir. Au revoir.